et à tous, très heureux de vous retrouver. Un petit peu de mouvement sur les marchés, mais attention, on va pas s'exciter non plus, on en est encore très loin de niveaux qui pourraient déclencher un retour à l'activité. On va simplement donc par contre discuter de cette volatilité ce matin, jusqu'où elle pourrait nous mener, où sont les niveaux où ça deviendrait intéressant. Bref, on a 2-3 petites choses à se dire, donc on va parler quand même un petit peu des marchés ce matin, mais on va rester donc très succinct et je proposerai pas de stratégie, puisque donc pour ma part je ne fais rien, et je vous rappelle que dans ces émissions on fait pas de conseils en investissement, je vous dis simplement ce que je fais, comment, pourquoi, que vous voyez un peu tous les jours comment ces trucs-là se mettent en place et comment on prépare des plans de trading en soi, puisque c'est quand même donc l'objectif final sur lequel vous devez tendre. Aujourd'hui, j'avais quand même promis hier de faire une émission éducative que je n'ai pas faite et je vais donc quand même la faire aujourd'hui. Donc aujourd'hui, double dose pour moi, je vais faire donc cette émission ce matin en français, en anglais, et je vais donc vous faire une émission éducative derrière. En tout cas, j'espère que celle d'avant-hier vous aura plu, et on va donc continuer donc sur cette série comme ça, où petit à petit on va commencer des bases, des choses les plus, on va dire, débutants, niveau très débutant, les choses que vous devez quand même avoir à l'esprit, hein. Encore une fois, on va pas rester sur des niveaux très bas étage entre guillemets, on va vraiment partir à terme sur une série probablement d'une 40aine ou 50aine de vidéos au total, sur des éléments qui derrière iront à des choses très avancées, où on fera du market profile, on fera des cours sur le scalping, on fera des cours sur un petit peu tout, pour essayer de couvrir donc du niveau débutant jusqu'au niveau le plus expert, en tout cas les niveaux les plus avancés que je peux couvrir. Et évidemment on n'a jamais fini d'apprendre, et j'apprends toujours des trucs, donc il est possible qu'à terme on rajoute petit à petit des machins dans cette série. Bref, quoi qu'il en soit, restons simples, on passe tout de suite au contexte. Donc aujourd'hui c'est la journée comme tous les jeudis en fait, donc publication des chiffres sur le chômage, on va probablement trouver encore de nouvelles inscriptions au chômage, donc toujours ce mode un petit peu dingue dans lequel effectivement donc on a d'un côté un marché de l'emploi qui se remet en forme tout doucement, même si on est encore très loin de revenir post-Covid, enfin pré-Covid, et à côté de ça donc toujours beaucoup de demandes d'emploi, ça touche toujours des catégories socio-professionnelles assez ciblées, et c'est évidemment toujours les catégories les plus pauvres, donc c'est toujours cette dichotomie donc de dire ce sauvetage qu'on a mis en place, c'est vraiment un sauvetage qui est très partial, dans le sens où il touche une partie de la population et il enfonce une autre partie, ce qui est très inquiétant en soi. Et voilà, donc c'est toujours un petit peu cette dichotomie, on le note, attention, c'est pas suffisant pour nécessairement dire le peuple américain va se révolter, etc. Mais on prend toujours en compte qu'il y a donc toute une couche de la population, et une couche de la population qui vote, et qui est même largement assez majoritaire, mais qui a l'habitude de ne pas voter justement, qui risque de faire son arrivée sur cette élection. Donc on fait relativement attention, c'est d'ailleurs pour les raisons pour lesquelles la plupart toujours des instituts d'analyse ont plutôt tendance à donner une large victoire à Biden pour cette élection, malgré donc les petites variations habituelles. Il reste encore plusieurs mois, attention à pas crier victoire, mais quand même là, quand on a des statistiques aussi disparates en amont, il y a quand même assez peu de chances que Trump arrive à sortir son chapeau. Ce qui me devrait dire. Fear and Greed Index, on redescend, hein, donc comme prévu, ça se calme un tout petit peu, et on voit aujourd'hui les marchés commencer à rebaisser. Donc attention à ce qu'on n'ait pas atteint un plafond sur cette zone des 75-76 où on était donc en extreme greed. Toujours dichotomie de ce sentiment dans lequel on était il y a simplement un an, d'accord, qui était donc à son extrême opposé. Donc on fait vraiment attention à tout ça. Moi il me paraît sain qu'à ce moment-là le marché se retourne. Maintenant c'est la zone technique sur laquelle on est qui me pose problème. Les marchés hier, donc une séance complètement inintéressante. Mais toujours les mêmes choses, hein, vous voyez, sur la session européenne, ça bouge, on voit bien, hein, jusqu'à 17h30, après boum, extinction des feux, plus personne, et après là, un mouvement donc qui se met en place en deuxième partie de journée, assez intéressant, mais c'est un mouvement simplement de retour sur support. On va surtout essayer donc de voir dans quelle ampleur on peut éventuellement tirer des conclusions. On voit que sur les niveaux techniques, c'est toujours un peu l'enfer, le Nikkei échouerait éventuellement sur le haut de son range, on voit bien que côté DAX, même chose, ce range, on est reparti le chercher en partie haute, et ça reste un échec. Derrière, on voit que sur le VIX, on a un rebond assez sensible ce matin, c'est fini pour la trendline baissière, hein, donc ça y est, on s'en extrait. Game over, j'ai envie de dire, pour la volatilité, mais attention à ce que ce soit pas un pullback. C'est donc effectivement la question à laquelle on va essayer de répondre ce matin. Nos indices sont-ils en train de faire un pullback, le énième, 20e, 50 millième pullback interminable de ces tendances qu'on a juste, enfin on n'en peut plus. Et à côté de ça, l'Eurostoxx, même chose, échec avec un sommet inférieur au précédent. Bref, ça attaque et ça va attaquer les supports. Et à côté de ça, on voit bien que Wall Street, on est
très clairement en avance. On est sur l'optimisme puisque Wall Street, on est collé au sommet historique du S&P 500, comme si ça devait arriver de manière inévitable. Encore une fois, il faut faire attention, c'est pure connerie, hein. Voilà, il suffit qu'il y ait un choc et c'est voilà. Donc attention à cet effet de rattrapage dans lequel l'économie réelle peut tout à fait choquer le marché. Par contre, le marché, tant qu'il n'y a pas de choc, fera ce qu'il veut et il a bien montré pour l'instant que le S&P 500, il avait plutôt envie de le faire monter. Ça, c'est ce qu'on surveillait ces dernières semaines. Évidemment, je vous ai fait le suivi entre-temps, hein, voilà. Mais il va de soi qu'on a donc cassé assez sensiblement sur les taux. Maintenant, attention, on est revenu chercher des supports. La grande question étant donc, maintenant, est-ce qu'on va constituer des sommets ascendants et s'attaquer réellement à un renversement moyen terme de la tendance? Ce matin, on va aller jeter un coup d'œil sur ces fameux taux pour que vous voyez en fait un graphique un petit peu plus long de ce qui pourrait être en train de se produire. Et pour finir, donc côté Forex, pas de grandes nouvelles, l'euro-dollar c'est toujours en train de ranger, le dollar aussi également. La grande question, est-ce qu'on repart un peu plus loin dans ces tendances ou est-ce qu'on a fait et atteint un plancher, enfin là ou plutôt un plafond en l'occurrence pour l'euro-dollar. On passe au graphique. Ok, d'un point de vue lecture corrélée, c'est la première des choses qu'on va faire ici parce qu'effectivement, on voit toujours que notre crocodile a les dents complètement écartées et la mâchoire complètement ouverte, ce qui m'invite encore une fois à être relativement prudent. On voit bien hein, donc ces mâchoires qui se sont décorrélées à partir de ce moment-là et toujours cette question qu'on est en droit de se poser. On voit que certains actifs ici sont littéralement baissiers depuis la zone et depuis le point de décorrélation, d'autres actifs sont haussiers. Donc là le problème c'est de savoir, comme on avait déjà dit, est-ce que la décorrélation se fait en réalité par le haut, c'est-à-dire que le rattrapage du bas va se faire vers le haut, ou bien est-ce qu'on a affaire à une décorrélation de type négatif, c'est-à-dire ceux qui sont partis en haut vont se prendre une énorme tatane alors qu'on risque d'assister un laisser-effet de rattrapage, ou plutôt en l'occurrence pour ma part de stagnation sur les indices européens, en tout cas poursuivre éventuellement un petit repli vers les supports sans que ce soit nécessairement la catastrophe. Pour l'instant, le problème, c'est que depuis plusieurs jours, la volatilité est tellement insuffisante, pour ne pas dire inexistante, sur la partie américaine et surtout, hein, pour ma part, sur la partie S&P 500. Hein, donc toujours, il se passe des choses à l'intérieur du S&P 500, mais on ne les voit pas sur l'indice parce que ça tourne dans tous les sens, ce qui est en soi compréhensible puisque le S&P 500 étant l'indice avec le plus large, avec la plus large part de représentativité à l'intérieur. C'est quand même 85% de la market cap US globale. En tout cas 85% environ du GDP américain, donc ça représente quand même une part assez significative. Maintenant, ce qu'on ne voit pas dans le S&P 500, c'est toute la partie microéconomie, et c'est ça qui inquiète de plus en plus d'analystes, et le fait que, ben certes, le S&P 500 est peut-être haussier, mais le S&P 500 aujourd'hui ne reflèterait pas la réalité économique des États-Unis, puisqu'en fait, elle toucherait pas, il y a toute une partie de la population qui ne serait pas touchée, à l'intérieur de ces 85% donc de production de PIB, c'est là que le cash sort des US, enfin c'est là que les US sortent leur cash, entre guillemets, mais il faut bien comprendre que c'est pas là nécessairement que se passe toute l'activité économique américaine et surtout celle qui touche beaucoup de monde. C'est-à-dire tout ce qui va être petit commerce, donc qui génère peu de revenus à l'échelle du pays. On peut pas comparer, imaginez le nombre de shops qu'il faut pour faire le GDP le GDP, pour faire le revenu d'Apple. Voilà. Donc il va de soi qu'il y a toute une partie de la population qui travaille dans ces zones-là, qui souffre très fortement du coronavirus, mais qu'on ne voit pas souffrir, puisqu'à côté de ça, les grosses boîtes, celles qui sont dans le S&P 500, et pas nécessairement le top 5, pèsent quand même relativement lourd dans l'économie américaine et écrasent complètement cette partie-là. Donc, est-ce que c'est un changement de civilisation, ce qui est en soi pas impossible non plus, qui favorise donc toujours ce qui est plus gros et qui détruit ce qui est plus petit, ou est-ce que tout simplement ici on a une bulle boursière dans laquelle on ne voit qu'une partie de la réalité et la réalité risque de nous rattraper d'un point de vue politique. Donc hein, c'est toujours ce sentiment personnel que j'en ai. C'est sur le plan politique qu'il faut faire attention, c'est là qu'on risque d'avoir des changements, et évidemment avec une élection américaine qui arrive, autant dire qu'on a tout ce qu'il faut comme élément catalysant. Donc, le S&P 500 maintenant. Alors, si on le regarde en daily, voilà, c'est là où ça me gêne, le fait que, bon bah, statistiquement parlant, la probabilité d'obtenir un signal de qualité sur un double top, c'est-à-dire un niveau déjà testé ou un double bottom, hein, peu importe. C'est juste de dire que statistiquement parlant, moi normalement je mets en place des protections dans les indicateurs pour que ceci n'arrive pas, parce que voilà, la statistique sur ces zones-là reste relativement faible. En général, quand on revient tester un niveau, plus tard dans le temps, on revient le tester donc avec des contextes différents de ce qui se produisait à l'époque. Et en général, ce contexte différent fait que le contexte technique va généralement vouloir que le marché aille ailleurs, c'est-à-dire généralement un peu plus haut, un peu plus bas, mais on va au moins essayer normalement de franchir le niveau. Contexte différent égale ambiance différente égale pourquoi on s'arrêterait sur le même niveau, si vous voulez un peu comprendre la psychologie. Donc, ça, c'est ce qui se passe.
Normalement, on devrait déborder, mais par contre, c'est pas pour autant que ça se passe toujours comme ça. Il y a effectivement des doubles tops et des doubles bottoms, donc c'est bien que rien ne se produit à 100% des chances. Donc là, on a effectivement des erreurs, à mon sens, où les doubles tops et doubles bottoms arrivent, c'est-à-dire qu'à contexte différent, on obtient une réaction similaire sur le même niveau de prix. Est-ce que c'est ce qui nous attend sur le S&P 500? Je n'ai pas la réponse, mais par contre, encore une fois, moi je trouve que tout ce qui se passe déjà depuis plusieurs jours, voire là maintenant plusieurs semaines, c'est n'importe quoi. Maintenant c'est le trading estival, donc est-ce qu'on va effacer tout ça d'un coup, revenir un petit peu à la normale? Peut-être. Pour moi on n'aurait jamais dû venir chercher ce double top, donc est-ce que c'est vraiment on y va, on fait un petit repli, puis on va quand même finir par aller déborder le sommet historique, puisque ça semble gagner d'avance, ou bien est-ce qu'on est justement venu chercher le summum de paroxysme de la connerie, pour maintenant se retourner et s'écraser support après support avec la même bêtise? Parce qu'il faut bien comprendre que donc le dernier point bas swing, il est ici, il est à 3000, et on en est relativement loin, on est 13% au-dessus, alors qu'il n'y a aucune amélioration, aucune injection monétaire supplémentaire. En fait, ici, il n'y a que des espoirs et des attentes assez infondées, à mon avis, sur l'économie. Donc ici, c'est vraiment l'attrait spéculatif, on en a déjà parlé, les Fangat, etc. Bref, ça tape sur certaines valeurs qui font que, globalement, il ne se passe rien sur le reste des valos, mais ces 5 valorisations prennent tellement de pognon que, voilà. Donc attention encore une fois, et on fera un cours sur la market cap dans la série, hein, donc des TL, donc Trading Lesson, parce que c'est très important que vous compreniez qu'une market cap boursière, ça veut rien dire en soi, hein. C'est vraiment, c'est la représentation qu'on en fait. Alors ça a des aspects physiques bien réels dont on parlera, mais faites attention encore une fois au market cap, hein. La market cap, et quand vous achetez une action, vous ne donnez pas d'argent à l'entreprise, hein, voilà. Mais je sais qu'il y a plein de gens qui comprennent même pas ça, donc on fera un cours là-dessus, c'est hyper important. Voilà, on parle très rapidement des taux, et ensuite on fera et on passera à la conclusion. Donc, sur les taux, bien comprendre que ce fameux top ici, il est bien là. Ça fait 3 fois qu'on échoue sur le même niveau. Est-ce qu'on va réussir à construire des supports ascendants? Ça reste encore toute la question. On est sur des contextes ascendants, donc attention à pas imaginer ici qu'il y a des mouvements de fond baissiers. Les mouvements de fond sont pour l'instant toujours haussiers. Simplement, on voit qu'ils atteignent une limite intrinsèque, et on voit bien qu'ici, les investisseurs institutionnels ont du mal à justifier des taux longs, hein, puisque là, on est ZB, on est sur du 30 ans. ZB, ça a du mal à passer en dessous, hein, du niveau ici qui représente un 10. Donc ça semble être un niveau vraiment très puissant sur les taux très longs, et encore une fois, je vous ai dit, on peut faire n'importe quoi avec la courbe de taux à court terme. Ça, l'imagination des spéculateurs peut faire ce qu'elle veut. À 30 ans, c'est très compliqué. À 30 ans, on est plutôt ici sur de l'investissement moyen-long terme, associé à beaucoup de risques. Donc évidemment, là, on rigole pas, surtout qu'en général, on parle ici d'investissement immobilier, ou voilà, d'investissement plus ou moins moyen terme. Donc là, on parle de l'investissement réel, celui qui doit produire les fruits de la croissance de demain. Et évidemment, si on voit qu'on s'attend à pas de croissance dans les 10 prochaines années, il est totalement logique que les taux remontent. Et c'est ce que moi personnellement je voyais entrevoir ces derniers temps. Donc ça commence, la question, est-ce qu'on va tenir les supports? On est en train de se diriger vers ces derniers. Pour l'instant, le marché est survendu, donc il passe du temps à plat, mais on voyait qu'il ne se rattrape pas fortement à la hausse, comme ça a pu être le cas précédemment. Donc ça me paraît vraiment positif. Je vois que ce marché cherche la survente, et que pour l'instant, les réactions préliminaires ne sont pas extrêmement haussières. Donc j'ai bien l'impression que ce marché a envie de se dégrader un peu plus, et que les taux ont envie de remonter un petit peu plus. Maintenant, on va très rapidement parler de ça, parce que je veux pas que ces émissions durent 3 heures, mais je vais quand même en profiter pour vous distiller un peu de contenu éducatif. Dans les taux, rappelez-vous, il y a 3 constantes. Il y a la partie base, c'est-à-dire l'effet de base qui est introduit par le taux directeur de la Fed. Il y a la prime de risque liée à l'inflation, et la prime de risque liée à la probabilité de défaut. Donc qu'on en sache, on ne va pas non plus parier sur la probabilité de défaut de l'État américain, puisque ici en État, donc c'est des émissions de dette à 30 ans sur l'État américain. L'effet de base de la Fed, bon, on s'attend pas à ce que ça remonte, hein, on sait qu'ils peuvent pas, de toute façon ils sont enfermés dans une impasse jusqu'à ce que le marché un jour mise contre la Fed. Pour l'instant, on voit que ça passe pas trop mal. Mais là, c'est la raison pour laquelle ça passe pas sur les taux effectifs, c'est-à-dire les taux réels remontent, c'est pour la prime liée à l'inflation. On voit bien qu'aujourd'hui, les investisseurs ne gobent plus le discours de la Fed d'une inflation maîtrisée, etc., etc.
Voilà. Donc, jusqu'où et à quel point ça va défier la Fed ici, c'est la grande question. Et c'est ce qui m'intéresse assez particulièrement. Donc, il faudra clairement faire attention à tous les chiffres liés à l'inflation à partir de maintenant et dans les 2 prochains trimestres, puisqu'on voit bien, et je le ressentais, cette crispation sur l'obligataire. Est-ce qu'elle est simplement un phénomène exogène qui va tout simplement créer des tensions, mais pas nécessairement déclencher de phénomènes systémiques, ou est-ce qu'au contraire, on va aller sur une réelle défiance des mouvements de la Fed liée à l'inflation qui fera sauter derrière la bulle de crédit et déclenchera probablement malheureusement une panique financière. Bon, pour l'instant, on est clairement pas là. C'est pas simplement donc de regarder ce qui se passe. Si je vous avais dit ça, c'est parce qu'il faut dézoomer ce graphique sur beaucoup plus. Donc là, j'inverse la courbe, comme ça, en fait, vous voyez les taux. Bien comprendre ce qui est en train de se passer ici. Moi, à mon sens, cette courbe-là, elle est complètement épuisée. Elle est en place depuis 2000, d'accord? Donc il faut bien comprendre, ça fait 20 ans qu'on est sur une très forte pression sur les taux. Et surtout, voilà, depuis, on va dire, le post-2008, où on a engrangé et on a démarré un engrenage assez dangereux, donc de baisse des taux vers des niveaux historiquement bas et des niveaux historiquement planchers. Même si vous remontez sur des centaines d'années, l'économie américaine, elle est rarement allée sur des taux aussi bas. Et donc la question aujourd'hui, est-ce qu'on n'a pas atteint une limite? Et si on a atteint une limite, qu'est-ce qui se passe si on doit retracer 20 ans? Voilà, c'est de dire les niveaux de retracement ici nous amènent vers des zones assez significatives, c'est-à-dire des taux proches de 4 à 5 à 6%. À 6%, j'aime autant vous dire qu'une bulle de crédit, ça tient clairement pas. Donc, la question ici étant de savoir donc comment on va organiser ces niveaux de retracement. Est-ce qu'ils vont arriver? Pour moi, c'est inévitable. C'est oui. Je pense que les taux vont se resituer là, donc je pense qu'à horizon 4-5 ans, les taux ils seront plus du tout comme on est aujourd'hui, mais plutôt de retour dans la zone historique des 4 à 5%, ce qui est tout à fait normal. Maintenant, est-ce que ça va se faire par une crainte de la Fed, c'est-à-dire tout simplement une crainte sur l'émission de dette américaine, de surendettement américain, et dans ce cas-là peut-être une énorme baisse sur le dollar à venir, ou alors est-ce que ça va se faire sur un effet de base inflation, c'est-à-dire hausse des prix aux États-Unis. Voilà, c'est la grande question de ces prochaines années. Maintenant, je vous laisse le phénomène ouvert, c'est simplement donc pour discuter de ça ce matin. On revient très rapidement sur les niveaux du S&P 500 et on passe à la conclusion. Donc, bien comprendre qu'en horaire, sur le S&P 500, d'un point de vue technique, j'attends que les contextes détruisent, voilà, on est toujours dans des mouvements haussiers. Hein, voilà. Donc, jusqu'à preuve du contraire, pour l'instant, des pullbacks de ce style, on en a eu une putain de flopée. Donc, c'était le plan de la semaine, pour ceux qui ont vu le brief hebdomadaire, de dire, normalement, on reviendra chercher les contextes horaires. Maintenant, au début de la semaine, je pensais que c'est ce qu'on ferait en initial et qu'on aurait donc très probablement une cassure des points bas hebdomadaires, qui est donc ici. Chose que pour l'instant, nous n'avons pas eu, puisqu'en l'opposé, nous avons eu une cassure des plus hauts hebdomadaires. Évidemment, toujours dans une volatilité assez affligeante, mais voilà. Donc la question, est-ce que ça, c'était le piège à con, et on va faire la même chose dans l'autre sens, donc reprendre en compte mon plan hebdomadaire, revenir casser les points bas hebdomadaires et terminer à l'équilibre. Ça me semble être à ce point, à l'heure actuelle, le phénomène le plus probable, puisque je pense que ce canal de tendance horaire a quand même été largement tiré dans des niveaux de volatilité assez inquiétants. On voit que le reverse ici est une zone de squeeze dont on sort par le bas. Généralement, ça déclenche 2 mouvements vendeurs. Donc voilà, je pense que après petit retracement, un nouveau mouvement vendeur est à venir pour venir chercher, en tout cas se rapprocher des points bas hebdomadaires. Est-ce qu'on va les casser derrière? C'est la grande question. Étant donné le piège haussier, je pense que oui. Voilà. Donc je miserai quand même vers un débordement des plus bas à venir, peut-être d'ici aujourd'hui, demain. Voilà, vous savez que ça peut être très rapide, donc je devrais plutôt tendance à dire aujourd'hui, ou ce soir, ou pendant la nuit, et on essaye de remonter demain pour sauver les clôtures hebdomadaires. Voilà le sentiment que j'en ai. Maintenant, soyez aussi conscients, encore une fois, comme on l'avait dit, que les tendances 15 minutes étaient complètement épuisées, que les tendances horaires sont épuisées également, que les tendances 4 heures le sont, et que les mouvements daily sont complètement fulgurants, même si on est sur des zones de double top. Donc, conclusion. Alors, hop. Voilà, on a tous les éléments techniques pour arriver à la conclusion, donc bien comprendre que d'un point de vue risque, puisque c'est toujours ce qu'on fait, rappelez-vous, on doit poser d'un côté les risques, poser d'un autre côté les rendements potentiels, essayer de voir si on peut joindre le bout, ou joindre les deux bouts avec une gestion du risque assez satisfaisante, des signaux donc, et que ça se produise sur une zone technique qui fasse du sens. Donc ici, le problème, c'est la zone technique. Pour moi, trader le S&P 500, ça reste un très mauvais exemple. Maintenant, c'est celui
qu'on suit, mais il faut bien être conscient qu'il n'y a pas que lui. Donc, moi je dirais plutôt que c'est pas sur le S&P 500 que les stratégies spéculatives doivent être mises à profit maintenant, mais plutôt sur des indices corrélés. Donc, par exemple, le Dow Jones ou le Nasdaq. Donc, c'est plutôt d'utiliser ces deux-là qui sont soit sur des niveaux historiques pour le Nasdaq, soit sous des résistances pour le Dow Jones, ou le Russell si vous préférez. Donc, ça c'est la première des choses. On évite le S&P 500 parce que d'un point de vue zone spéculative, ça fait pas le moindre sens. Donc, très dangereux de s'attaquer à ce double top, même si encore une fois, je pense que sur les 4 grands indices américains, il n'y a que lui qui est sur une zone technique qui pourrait permettre une poursuite haussière, et je pense que cet effet de cordée qu'on a connu depuis plusieurs semaines, où le Dow Jones casse une résistance, donc les autres indices ne peuvent plus baisser, etc., je pense qu'à un moment donné, cette dynamique risque de casser. Il est probable que ça se mette en place aujourd'hui. Donc attention à un reverse V-top du S&P 500, c'est-à-dire passer de tendance haussière à tendance baissière sans phase de range. C'est aussi très probable. Donc, évitez le S&P 500, cherchez vos signaux plutôt à mon avis sur d'autres indices du simple fait de la zone technique assez piégeuse du S&P 500 qui pourrait sans problème se retourner en double top, mais statistiquement parlant, c'est pas les stratégies qu'il vaut mieux mettre à profit. On note évidemment toujours à surveiller les taux, c'est clairement le catalyseur, et si on voit les marchés baisser en même temps que les taux remontent, c'est-à-dire que les marchés de taux baissent et que les marchés actions baissent, ça généralement c'est très averse au risque, et c'est pas parce qu'on est à 2 doigts du sommet historique sur le S&P 500 qu'on peut pas faire le sommet des 5 prochaines années. Hein. Je vous rappelle que moi pour ma part, on a mis dans le panier les gains des prochaines années, je ne vois pas sincèrement ce qui nous permettrait d'aller plus haut, hormis des bulles spéculatives, et Dieu sait qu'il y en a un paquet. Donc on fait toujours attention à ces bulles spéculatives, jusqu'à preuve du contraire, elles n'ont toujours pas lâché. Je vous ai également signalé dans le Discord cette semaine que j'avais noté un excès manifeste sur le Nasdaq, qui pourrait donc se retourner. Si le Nasdaq se retourne, il est probable que la bulle spéculative s'arrête, et si cette mécanique-là qui engrange, on va dire, de l'argent frais et qui permet aux indices de monter s'arrête, il est très probable que le retour de flamme soit très brûlant. Donc on fait attention à ça, la volatilité pourrait revenir, et elle peut revenir de manière extrêmement violente, c'est la raison pour laquelle je vous fais cette émission. Maintenant, force est également de constater que ça peut aussi n'être qu'un petit pétard mouillé, autrement dit un petit coup de volate, on se fait un petit peu peur, au final ça vend, tout le monde préfère rester en vacances, ça vend de la volatilité, autrement dit on vend des contrats de couverture pas chers pour que les investisseurs n'aient simplement pas envie de se séparer de leurs actions et se laissent porter un petit peu plus loin par les phénomènes de tendance assez interminables que nous connaissons, mais c'est la réalité. Quand la couverture est un petit peu moins chère que la prise de risque de vendre son action avec le devoir de la racheter derrière, voilà, je comprends encore une fois que certains investisseurs fassent le choix de la couverture pas chère. Maintenant, il me semble qu'au bout d'un moment quand même, un investisseur digne de ce nom sait que quand les objectifs sont atteints, il vaut mieux non pas simplement couvrir son action, mais à un moment donné prendre ses profit. Donc on attend toujours ces prises de profit qui n'arrivent pas, on surveille les graphiques, à regarder donc toujours pareil, les mouvements sur le dollar, les mouvements sur le VIX, les mouvements sur les taux et en même temps les mouvements sur les actions. Tant qu'il n'y a pas un consensus qui émerge de tout ça, il est absolument impossible d'imaginer que la volatilité revient durablement. Donc pour l'instant, moi je parierais plutôt sur de la fumée, plus que des réels départs de feu. Maintenant, si vraiment il y a des départs de feu, on doit voir ce départ de feu sur les actifs corrélés, c'est-à-dire on doit voir la volatilité exploser à la hausse en même temps que les contrats de taux partent à la baisse avec les actions. Là, on devrait voir le yen normalement se réveiller, et à ce moment-là, effectivement, on pourra dire qu'un sommet de marché assez majeur aurait été fait, et peut-être donc un double top sur le S&P 500, même si c'est historiquement peu probable, tout peut arriver. Voilà, sur ce, je vous souhaite une agréable journée, et je vous dis à tout à l'heure du coup.